Il est important de rester hydraté. J'espère que vous allez bien, que vous buvez beaucoup d'eau en cette période de forte chaleur. Et Dieu seul sait que il fait chaud. Il fait extrêmement chaud. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire un update lecture. Ça fait un moment que j'y pense. J'ai lu, depuis le début d'année, j'ai lu 28 livres. Je suis sur Pagebound, si jamais vous voulez me suivre, c'est Comet. Je crois que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Pagebound, c'est une application qui est un peu une alternative à Goodreads, que je trouve vachement plus fun et plus détaillée que Storygraph. Les gens sont très actifs dessus là-bas. Et c'est très coloré, très social, il y a des forums, c'est vraiment très good vibes et il y a toujours plein de recos super chouettes. Et on peut commencer cette vidéo up lecture. Donc je vais vous présenter mes lectures du mois de mai, donc ça commence à dater un petit peu, et aussi de ce que je suis en train de lire en ce moment et de ce que je vais lire au mois de juin. J'ai pas l'habitude de planifier mes lectures de base, mais ayant un porte-monnaie un peu restreint en ce moment du fait à l'absence de travail, 79e refus bientôt la team, j'ai hâte. Je pense que 100e je vais faire une grosse fiesta. Ça va être un projet X dans la ville dans laquelle j'habite. Je ne sais pas. Je ne dirai pas mon adresse. Bref. Donc on commence tout de suite avec mes lectures de mai. J'ai lu 2 BD, j'ai lu 2 romans, j'ai lu une revue et un essai. Ce qui est plutôt pas mal. J'avoue que j'étais dans ma période de lectrice vorace et j'ai lu des choses qu'on m'a prêtées notamment ou qu'on m'a conseillées, donc ça c'est toujours assez chouette. On commence tout d'abord avec 2 bandes dessinées, c'est les Lou Sonata. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce qu'est Lou? C'est de Julien Nil et moi je n'ai pas grandi avec les loups contrairement à beaucoup de mes amis et contrairement à mon ami Axel. Magie. J'ai lu les premiers tomes qu'Axel m'a prêté et je n'ai pas vraiment aimé, pour être honnête. J'ai pas trop aimé, je capte la vibe, je capte pourquoi les gens ont aimé et pourquoi c'est chouette de lire ça quand t'es enfant. Moi en l'occurrence, je pense que je suis juste pas le public cible, on va dire. Par contre, Axel m'a dit Keep Going, lis Lou Sonata, qui est la 2e saga, on peut dire, de Lou, où on suit Lou dans la vie de jeune adulte, et j'ai beaucoup plus apprécié. Je trouve que ça m'a plus touchée. Alors, ça m'a fait questionner aussi sur mon rapport au personnage, par exemple. Est-ce que j'ai besoin de m'identifier à un personnage pour ressentir de l'empathie et être intéressée dans l'histoire? Spoiler alert, non. Mais c'est vrai que les histoires de Lou, quand elle est enfant, adolescente, c'est quelque chose auquel j'ai moins accroché. Tandis que Lou Sonata, ça aborde vraiment des périodes de vie que je traverse et que j'ai traversé, la vie seule, la reprise d'études, organiser un festival avec ses potes. Alors là, on est vraiment dans la DA saltimbanque, vraiment. Et ouais, j'ai beaucoup plus apprécié l'histoire et notamment comment les personnages ont évolué pour avoir eu un premier jet du coup avec la première saga. Je trouvais ça assez intéressant. Ensuite, une autre personne m'a prêté un roman qui s'appelle La Bonne Mère de Matilda Di Matteo, qui retrace les aléas sentimentaux de Clara et de Véro. Donc Clara c'est la fille et Véro c'est la mère. Et on voyage de Paris à Marseille, de Marseille à Paris pour suivre les aventures de ces 2 femmes. C'est un roman dont j'en ai entendu beaucoup parler. C'est les éditions Iconoclast si je me trompe pas. Et j'aime beaucoup, en général j'aime beaucoup leur collection. Ça parle du coup des relations mère-fille et ça parle aussi de violences sexistes et sexuelles, de violences conjugales. Donc c'est un roman qui peut être drôle, qui peut être lumineux, mais qui peut aborder aussi des sujets qui sont extrêmement douloureux et extrêmement durs à aborder. Je trouve que ça a été fait de manière assez juste. Après, j'ai mis quelques réserves quant aux personnages que j'ai trouvé un peu stéréotypés. Et en même temps, j'en parlais avec Liane, qui m'a dit, moi, je trouve que c'est plutôt accurate. Donc, je pense que c'est aussi peut-être par rapport encore à ma relation au personnage, où je peux avoir un imaginaire qui peut être un peu différent. C'était très touchant de voir
leur relation évoluer et de voir comment Clara, qui vit du coup à Paris, qui est doctorante et qui donne des cours dans une grande école en sciences politiques, vit avec sa mère en fait qui est à Marseille, qui a une vie totalement différente. Ce mois-ci, j'ai lu 3 romans en fait. J'ai lu La duologie des aventures de moines et de robots de Becky Chambers. C'est 2 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. C'est un peu une vibe câlin. C'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais parfois, vous savez, il y a des séries ou des jeux vidéo, des choses comme ça un peu réconfortantes. Et moi, j'avais pas l'habitude de lire des choses très réconfortantes. Enfin, j'ai pas forcément l'habitude de lire des choses très réconfortantes, dans le sens où vraiment j'avais l'impression qu'on me faisait un câlin. J'ai appris du coup ce que c'était le solarpunk, qui est un peu le contraire du cyberpunk, si je me trompe pas. Solarpunk, du coup, c'est une sorte de roman futuriste et optimiste. Voilà, c'est ça. Contrairement aux romans futuristes un peu dystopiques qu'on peut voir, je pense à 1984, le plus connu évidemment, et aussi à... C'est pas Beyblade? Non. C'est quoi? C'est plus exactement... C'est une dystopie dans les années 80. Il y a Blade dedans, je crois. Runner Blade? Blade Runner? Blade Runner, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oui. La régie va nous donner la définition précise de solarpunk. Le solarpunk, association des mots solar du latin solaris, solaire, et punk, est un mouvement artistique et politique dérivé des sous-genres de science-fiction comme le steampunk et la climate fiction, et qui s'est constitué au début du XXIe siècle en opposition aux dystopies du courant cyberpunk, dont le concept a été proposé et défini peu après l'émergence de celui du solarpunk. Bon, ça on s'en bat les couilles à la limite. Merci la régie. Donc j'avais pas si tort. J'avais complètement raison en fait. J'avais complètement raison et du coup Becky Chambers est un peu connue pour faire ce type d'histoire et Moines et robots du coup c'est une duologie où on suit les aventures de Omphase et de Dex. Donc Omphase qui est un robot et Dex qui est une moine. C'est une personne non binaire donc Slay, Becky Slay, et on suit leur aventure où Omphase a une question, c'est de quoi l'humanité a-t-elle besoin? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est un roman qui peut être un peu perçu comme philosophique, qui aborde aussi les thématiques du burn-out, de la santé mentale, de l'écologie évidemment, et de la religion aussi, car en tant que moine, Dex a du coup une vision très spirituelle de la vie, mais aussi on peut voir que cette personne est aussi atteinte de questionnements et de troubles quant à sa vie. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Le personnage de Omphase est très attachant, vraiment très à la fois candide et très sage. Et c'est juste une balade dans la forêt à travers les villages des gens et on rencontre des histoires, on rencontre des personnages. Quitte notre bonne vieille utopie solarpunk pour notre bonne vieille réalité avec Manger les riches de Nora Boisouni, qui est une journaliste, essayiste et traductrice qui est spécialisée notamment dans l'alimentation. J'aime beaucoup son travail. Elle a écrit notamment un essai que j'ai trop envie de lire. J'attends qu'il sorte en poche, qui est Omerta, une violence à la française, je crois. C'est ça? Gastronomie en cuisine, Omerta, une violence à la française. Je mettrai le livre ici, qui relate justement des violences que l'on peut rencontrer dans le monde de la restauration. Un univers qu'on idéalise un peu trop, je pense, en France, et je trouvais ça intéressant d'aborder cette approche. Et je m'intéresse du coup de plus en plus au fait que l'alimentation est aussi un facteur politique qui est aussi quelque chose qui est collectif et dont on devrait tous et toutes prendre en compte. Son essai aborde du coup les inégalités d'alimentation et d'un point de vue économique, social et d'un point de vue culturel. C'est assez intéressant parce qu'elle cite énormément de documents et énormément de textes de loi. Donc c'est très pointu, très précis, tout en ayant un ton assez sarcastique, ce que j'ai plutôt bien apprécié.
Et ce que je peux lui reprocher par contre, c'est que c'est beaucoup d'informations et des chapitres qui sont très segmentés, mais du coup j'aurais aimé peut-être plus de liens entre ces chapitres en fait. C'était quand même une super enquête, vraiment c'est le journaliste qui est super. Et enfin, ce que j'ai lu aussi, c'est une revue qui s'appelle AOC, c'est un numéro spécial sur la culture, donc évidemment en tant que bon troubadour, je me devais de le lire. Et du coup, AOC, c'est une revue d'universitaires, de journalistes, d'auteurs, d'autrices. C'est une revue collaborative. Plusieurs thématiques sont abordées. C'est de base un site internet, je crois, et là, ça sort en papier, sous format papier, sous forme de différents articles. La revue était assez intéressante, je trouve, puisqu'elle balayait vraiment différents pans de la culture, que ce soit des librairies, à l'audiovisuel public, aux politiques culturelles, à est-ce qu'on peut dire que c'est une censure ou une critique d'œuvres d'art, par exemple. Sinon, ça m'a donné plein d'informations pour de futures vidéos, voilà. Petit teaser. Et maintenant, on passe du coup à la deuxième partie de cette vidéo, qui est plutôt les livres que je vais lire ou que je lis actuellement ce mois-ci. Et on commence avec un gros coup de cœur que je suis en train de lire. Ça s'appelle La Voix de Lorée de Marie Fabre. Voilà. Hello, c'est Ellie. Alors, il y a eu un petit souci au montage, du coup, il vous manque une partie de ma vidéo. Je suis désolée. Oups. Du coup, je vous parle de La Voix de Lorée de Marie Fabre, qui est mon gros coup de cœur du moment, et on suit les aventures de Hatcher, qui est un jeune reporter ambitieux, homolibère, dans la ville de Bohême, la ville à Trois-Rives. C'est une ville qui est séparée en 3 classes sociales, la classe ouvrière, la classe moyenne et la classe supérieure. Je vous laisse en savoir plus avec la suite de la vidéo. Bisous! Une série de meurtres de personnes hyper importantes au Parlement de leur pays. Et il y a une double enquête en fait. Hatcher va enquêter sur les meurtres, mais également va enquêter sur un mystérieux médecin qui soigne gratuitement les personnes dans les quartiers populaires de la ville de Bohême, qui s'appelle le quartier s'appelle l'Hostie, si je me trompe pas. J'adore. Franchement, j'adore. Je suis totalement embarquée. Les personnages sont fabuleux. Pour l'instant, j'en suis encore à une sorte d'introduction, mais c'est une trilogie et évidemment, je vais lire le tome 2 et le tome 3. C'est une ambiance très... alors on a parlé du solarpunk, là je dirais un peu steampunk, où la science, les découvertes de matériaux, comme l'orée par exemple, sont au centre de l'histoire. On peut voir que ça nous mène à un complot, mais on ne sait pas encore où ça va nous mener exactement, qui sont les coupables, qui est ce mystérieux médecin. Il y a un peu aussi une ambiance très Sherlock Holmes, et il y a aussi un sous-texte de critique du capitalisme et aussi de lutte des classes que j'ai trouvé assez intéressant par le prisme du personnage de Hatcher qui va tomber amoureux, ou du moins je pense. Enfin, en tout cas, au tout début du roman, il sort avec une grande chanteuse d'opéra qui, elle, habite dans les beaux quartiers de la ville. Et donc, on a aussi cette séparation entre eux deux. Et ce qui est intéressant, c'est que Marie Fabre ne rentre pas dans les clichés de « Oh mon Dieu, ils n'appartiennent pas au même monde, mais il va s'adapter pour elle ». Donc elle ne rentre pas dans ces clichés-là, ce que j'apprécie. Après, j'ai hâte de voir le personnage. Du coup, en l'occurrence, la grande chanteuse d'opéra s'appelle Agnès, et du coup, j'ai hâte de voir son évolution aussi, puisqu'elle a l'air de prendre de plus en plus d'importance. Et Hatcher est quelqu'un aussi de très sarcastique, et j'aime beaucoup ce type de personnage. Voilà, donc c'est La Voix de Lorée de Marie Fabre. Le tome 1 s'appelle Le Maître de l'Anarchie et c'est fantastique. Le world building est vraiment très bien construit, la plume est addictive. Moi j'ai du mal parfois à lire certains romans fantastiques ou à me laisser embarquer par certains romans fantastiques du fait de la plume et de me perdre entre les différentes informations. Là en l'occurrence tout est très bien amené sans que ce soit stéréotypé et sans que ce soit trop lourd. Elle nous prend pas par la main pour nous expliquer par A plus B comment ça fonctionne, mais tout est en sous-texte ou amené de manière très délicate. Voilà, une grosse recommandation. Du coup, je lis un essai qui s'appelle Storytelling, qui est dans ma pile à lire depuis 2 ans maintenant, et que je me suis décidée à lire maintenant. Donc Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. De Christian Salmon, c'était une professeure qui m'avait recommandé ce bouquin. Big cerveau, gros cerveau. Et ce livre aborde du coup, d'un point de vue marketing et d'un point de vue politique, comment notre société et comment les grandes entreprises et les politiciens et politiciennes créent des histoires à
afin d'attirer l'attention des foules. J'en suis qu'au premier quart, je dirais, donc je pourrais pas en dire forcément plus, mais ce qui est intéressant, c'est que le storytelling, du coup, l'art de raconter des récits, ça touche tous les domaines de notre société. Et d'un point de vue management, en fait, par exemple, il abordait aussi le fait que quand on va consommer une marque, on aura consommer un récit plutôt, par exemple, qu'un logo. Et il parle de tout ce qui est communication, de gestion de crise, de spin doctors avec la politique, donc les grands communicants qui conseillent les politiques. Et c'est hyper intéressant. Après, je ne suis pas encore assez avancée pour vraiment donner un avis aussi tranché que j'ai pu l'avoir avec Marie Fabre. Et puis de toute manière, ce n'est pas du tout le même genre de lecture, donc ça n'aurait pas forcément de sens de faire un comparatif en fait. Mais je le recommande, c'est plutôt intéressant, il aborde des exemples très concrets. Le livre est assez vieux, je crois, il date de 2008. Voilà, donc comment les histoires peuvent susciter l'adhésion des foules, c'est le thème de ce bouquin et je vous en dirai des nouvelles le mois prochain. Ensuite, j'ai prévu, avec un optimisme démesuré, de lire 3 essais et un roman. Et on commence avec La stratégie du choc de Naomi Klein, qui est la montée d'un capitalisme du désastre. Alors on peut voir que c'est une grosse brique, une énorme brique. J'avais commencé à le lire l'an dernier et j'ai arrêté parce qu'il était trop angoissant. Naomi Klein, du coup, c'est une journaliste et essayiste connue notamment par son livre No Logo, qui parle aussi des marques et des grandes entreprises. C'est un livre qui date de 2007, si je me trompe pas. Et récemment, elle a sorti Le Monde Miroir, que j'ai trop envie de lire aussi, mais j'aimerais d'abord finir cette brique. La journaliste, en fait, se base sur des exemples également très concrets, politiques, historiques, qui ont favorisé la montée d'un capitalisme et la montée d'un régime totalitaire. En fait, par les chocs que l'on peut avoir dans notre société, que ce soit par exemple un attentat, un coup d'État, une maladie qui se propage un peu partout, cela entraînerait des conséquences et cela entraînerait une mainmise en fait des politiques capitalistes. Comment on instrumentalise des grandes catastrophes pour choquer les esprits et pour faciliter l'adhésion à des valeurs ultra-libérales d'un point de vue économique et ultra-conservatrices d'un point de vue sociétal. Donc c'est hyper prenant. J'ai l'impression de devenir complotiste. En fait, ouais, c'est ça. J'ai eu l'impression de devenir complotiste quand j'ai commencé à lire ce bouquin, car on se rend compte que il y a des choses dont on n'a pas conscience forcément. Mais bon, je crois encore que la Terre est ronde, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas encore platiste. Et je sais que le premier chapitre, elle commence par aborder le lavage de cerveau que des personnes de la CIA faisaient subir à des personnes en hôpital psychiatrique. Donc, ça donne le ton du bouquin. On continue dans la joie et la bonne humeur avec Culture Low Cost de Arnaud Idelon, des éditions Divergence. Ouais, c'est ça, des éditions Divergence. Est-ce que je le tiens droit? Je le tiens comme ça? Je ne sais pas. Voilà, c'est bien mis. Bon, bref. Culture Low Cost, c'est un peu comme AOC, c'est le monde culturel est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? Arnaud Idelon, du coup, dresse un portrait assez acerbe du monde culturel, entre censure, coupe budgétaire, baisse des subventions publiques et attaque aussi en termes de bataille culturelle. Mais de ce que j'ai compris, il ouvre d'autres opportunités imaginaires, d'autres solutions en fait. Et moi c'est ce que j'aime aussi dans ce genre d'essai, c'est de ne pas faire seulement un constat, mais de dire ok, et maintenant qu'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, c'est un livre que j'ai eu dans une librairie à Toulouse qui s'appelle La gentrification des esprits de Sarah Schulman. Est-ce que la régie peut me lire tout d'abord une définition de la gentrification, s'il vous plaît? C'est un processus par lequel les résidents ou résidentes à faible revenu sont déplacés du quartier en raison d'un afflux de nouveaux résidents ou résidentes, ce qui entraîne un changement de caractère du quartier. Merci la régie. Alors la gentrification des esprits, du coup, aborde la gentrification de New York suite à la crise du sida. Et Sarah Schulman est une activiste d'ACT UP, ou était du moins une activiste d'ACT UP. Donc elle revient sur la crise du sida et le militantisme d'ACT UP. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Nan Goldin. ACT UP, du coup, c'est une association qui a lutté pour la visibilisation des victimes du sida et en faveur de politiques de santé
juste des politiques de santé en fait. Et elle aborde du coup comment la ville de New York s'est gentrifiée. Et on parle de l'effacement d'une population qui a été victime du sida et de personnes queer qui ont été invisibilisées en faveur d'une montée du conservatisme et notamment d'un conservatisme gay. C'est un essai qui aborde ses souvenirs de cette période et j'ai très hâte de le lire. Je me suis rendu compte que j'avais très peu de culture sur le sida. En tant que personne queer, je trouve que c'est important aussi qu'on ait nos archives et notre mémoire aussi. Et c'est vrai que, à part avoir lu un roman dessus, je crois qu'il s'appelle Les Optimistes, si je me trompe pas, je vous le mettrai ici. J'ai très peu d'informations sur cette période et je trouvais ça intéressant d'aborder aussi le prisme de la maladie et de la gentrification. Sur une note plus légère, c'est un roman cette fois et c'est un roman Funny Story des éditions Hauteville. Émilie Henry, elle est connue pour avoir fait nombreuses romances centrées sur la littérature. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si celle-ci sera centrée ou pas sur la littérature, mais bon, bref. Ça aborde l'histoire de Daphné et Miles. Daphné vit le grand amour avec Peter, Peter vit le grand amour avec Petra, Petra vit le grand amour avec Peter, Miles vit le grand amour avec Petra. Vous voyez où je veux en venir ? Daphné et Miles finissent tous deux célibataires et tous deux colocataires. Donc, on a un peu de proximité forcée, on a un peu de Grumpy and Sunshine. Oui, je maîtrise les codes de TikTok. Et oui. On a aussi du fake dating, si j'ai bien compris la trope. En gros, ils vont faire semblant de se mettre ensemble pour rendre jaloux leurs ex. Et j'espère que ça va marcher et j'ai trop hâte de voir un peu... comment écrit cette autrice dont tout le monde parle en fait. Vu mes lectures là, j'aurais besoin d'un peu de légèreté, donc c'est pile ce qu'il me fallait. Ça m'a fait du bien de parler face à mon téléphone et face à la régie. Mais c'est vrai que c'est toujours un exercice qui peut être un peu intimidant et j'espère que je prends de plus en plus confiance. Vous me le direz peut-être dans les commentaires. Et ouais, voilà, ça c'est du YouTube qui YouTube. Je vous souhaite de passer un très bel été. Pour moi, l'été, c'est un synonyme d'enfer sur Terre. Mais j'imagine que c'est pas le cas pour le reste de la planète. Je suis tellement différente. Voilà. Bisous!